On va commencer. Donc bonjour à tous, merci à tous d'être connectés aujourd'hui et merci à ceux qui suivent cette troisième épisode et qui ont suivi les deux premiers. Donc pour vous rappeler le contexte, on se retrouve dans le cadre de l'édition 2022 de la Journée nationale Tous résilients face au risque, mise en place par le gouvernement. Donc à cette occasion, le SPIPACA a proposé une série de webinaires pour mieux comprendre la prévention des risques, notamment les risques industriels. Donc à travers le regard de 3 acteurs, donc via 3 épisodes. Donc 2 premiers épisodes qui ont lieu le 10 octobre, avec le CIPRE, une structure singulière, et un deuxième épisode avec environnement industrie, donc les industriels à la manœuvre. Bien évidemment, les collectivités agissent aussi sur la prévention des risques, mais ces webinaires, à travers ces 3 regards, donc de ces 3 acteurs différents, donnent un premier point sur le domaine de la prévention des risques. Donc on sait de quoi parle-t-on, comment s'organise-t-elle, quel est le rôle du CIPRE et des industriels, comme on a pu le voir dans les 2 premiers épisodes, et encore celui de l'État qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y aura une rapide présentation et vous aurez un temps d'échange qui permettra de répondre à vos questions. Juste pour information, ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas y paraître, merci de couper votre caméra. Les replays et les présentations des 2 premiers épisodes sont disponibles sur le site du SPIPACA. Quelques règles aussi au bon déroulement de ce webinaire. Donc, vous avez, comme je le disais, un temps d'échange et de questions après l'intervention. Donc, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main à travers le petit bouton réaction, ou vous pouvez aussi poser votre question directement dans le chat. Et elles seront lues par la suite pendant le temps d'échange. Donc, merci à tous pour votre participation. En attendant, je vous laisser couper vos micros si ce n'est pas déjà fait. Et je laisse donc la parole à Guillaume Xavier, chef adjoint du service prévention des risques au sein de la DREAL PACA. Donc, bonjour à tous, merci de votre présence, de votre inscription. Ce que je vous propose, c'est de faire une présentation un peu courte, de ne pas rentrer dans les détails réglementaires. Par contre, Charlie, j'avais quelques slides qui pourraient agrémenter, si tu peux les passer. Oui, tu veux que je partage du coup? Ouais, ce sera plus simple, ouais. Ok. Donc je me présente, donc Guillaume Xavier, chef adjoint du service prévention des risques de la DREAL PACA. Donc la DREAL PACA, c'est un service du ministère de l'Environnement qui a une portée régionale et qui agit pour le compte du préfet sur la police des installations classées, donc une police de l'environnement, une police spécifique, qui est en fait la police des usines les plus polluantes ou les plus dangereuses. Donc on verra tout à l'heure comment on détermine ces critères. Le service prévention des risques au sein de la DREAL traite essentiellement des risques industriels, mais aussi traite des risques naturels en animation locale et surtout en proposant à la fois des crédits sur les risques naturels et des outils pour appuyer les directions départementales des territoires. Donc on a une politique des risques portée par le ministère de l'écologie, qui à 2 échelons. Pour les risques industriels, c'est porté par un service régional, et pour les risques naturels, c'est porté par des services départementaux. Donc Shirley, je ne sais pas si on voit la présentation. Moi, j'ai un écran noir. Hop, pardon. Est-ce que vous voyez la présentation? Non, pas pour l'instant. Non, non, Alors, rien. attendez, je refais. Du coup, comme ça, on va arriver sur le... Donc là, moi, je vais vous parler plutôt des risques liés aux industries, mais je suis ouvert aux questions que vous pourrez avoir sur les autres thématiques, hein. Toujours écran noir. C'est bon. Et voilà. C'est bon? Donc voilà, ouais, c'est bon, parfait. En plus, c'est là où je voulais en venir. La prévention des risques d'origine anthropique, on utilise des mots compliqués pour définir les choses simples, c'est tout ce qui n'est pas naturel. Elle est sur 5 axes: réglementer, contrôler et sanctionner, informer, gérer les crises et maîtriser l'urbanisation. Donc c'est là-dessus que toute l'action de la DREAL se porte, en tout cas en ce qui concerne l'activité industrielle, et de la même manière, on va étendre aussi aux barrages, aux grands barrages par exemple, qui peuvent être aussi source de risques. Donc tu peux passer un peu plus loin.
Tu peux aller jusqu'au slide 5. La présentation, je pense qu'on pourra la Ok. mettre sur le site du SPI. C'est juste pour vous rappeler les détails réglementaires, mais on ne va pas se noyer dedans. Voilà. Donc l'objectif numéro 1, c'est de réglementer ces activités. Donc c'est des activités particulières qui peuvent présenter des risques et qui sont souvent uniques. C'est pas aussi reconductible qu'une voiture. Enfin, deux voitures sont identiques. Là, des usines ont toutes leurs caractéristiques, leur emplacement, leur propre organisation. Donc, un des objectifs de cette police des installations classées, c'est de régir des conditions de fonctionnement pour limiter les nuisances et les risques, avec un principe de base, c'est que l'État n'est pas responsable de l'exploitation des sites, ce sont bien les exploitants qui sont responsables. L'inspection est responsable par des contrôles par sondage, et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on réalise cette police pas forcément quand il y a des contrevenants. Enfin, en fait, on a des programmes d'inspection qui nous imposent d'aller sur les sites, même lorsqu'il n'y a pas d'incident ou qu'il n'y a pas d'infraction. On n'est pas une police répressive, on a plutôt un suivi continu des installations et globalement, plus les installations sont grosses, plus on les contrôle. Mais c'est quelque chose qu'il faut retenir sur la police des installations classées, c'est qu'on ne pose pas des radars au bord de la route, c'est on continue l'activité des entreprises. Donc tu peux passer au suivant. Tac. Donc pour autoriser et réglementer des installations classées, donc on reçoit des demandes de la part des industriels qui vont nous expliquer ce qu'ils veulent faire comme activité. Et nous, on va s'assurer que cette activité sont faites dans les règles de l'art, donc, et surtout respectent des réglementations européennes et nationales. Donc la plupart des activités sont encadrées par des textes nationaux qui vont déterminer ce qu'on a le droit de rejeter dans le milieu, quelles sont la manière dont on évalue les situations accidentelles acceptables ou non acceptables d'une activité, quelles peuvent être les conditions de nuisance, parce qu'une installation classée, c'est pas que de la fumée, ça peut être des camions, ça peut être du bruit, ça peut être plein d'autres choses. On va aussi regarder l'intégration paysagère. Pendant la phase de construction, on va aussi s'intéresser au respect de la biodiversité, des zones humides. Donc c'est tout cet ensemble-là qui va être pris en compte lorsqu'on va recevoir une autorisation, mais ça ne concerne pas que les autorisations nouvelles, ça concerne aussi le suivi des modifications. Donc dès qu'on a une installation classée, une usine qui va vouloir modifier son fonctionnement, on va s'intéresser à quelles sont les conséquences sur les pollutions qu'engendre cette activité, ce changement d'activité, mais aussi quelles sont les conséquences que ça engendre en termes de risques que ça fait porter sur les riverains. Et est-ce que cette modification correspond à l'autorisation initiale? Parce qu'en fait, il y a quand même des enquêtes publiques, il y a quand même plein d'éléments qui vont constituer le dossier finalement retenu. Et donc, une modification d'une installation, c'est pas juste j'agrandis, je double la taille de mon entrepôt, mais ça peut être aussi je multiplie les flux par 2. Donc, ces évolutions-là peuvent être prises en compte et de nouveau réglementées et réévaluées au regard de l'autorisation initiale qui a été délivrée. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, c'est bon, tu peux passer au suivant, Charlet? Voilà. Donc en fait, il y a une usine, toutes les usines ne sont pas réglementées, hein, ou toutes les activités ne sont pas réglementées. Un petit garage, une clim sur votre toiture, un chauffage au fioul ou un pellet de bois chez un particulier ne sera pas réglementé de la même manière qu'une activité industrielle qui va présenter plus de risques. Donc comment on détermine en fait si une activité rentre dans le cadre du règlement global sanitaire ou général, ou rentre dans la réglementation ICPE? En fait, ça va être des effets de seuil. On va regarder, donc il y a toute une nomenclature qui est adossée au code de l'environnement, qui est disponible sur un site qui s'appelle AIDA de l'INERIS, qui reprend toute la réglementation, qui permet de classer toutes les activités industrielles ou de stockage, et de dire si cette activité dépasse un certain seuil, elle va rentrer déjà, elle va être sous le coup de la police spéciale des ICPE d'une part, et d'autre part, soit dans un régime de déclaration, soit dans un régime d'autorisation. Donc on a une gradation assez très bien structurée sur l'évaluation des dangers ou inconvénients des installations. Donc le régime le plus bas, c'est la déclaration. Une station-service, c'est une installation classée au titre de la protection de l'environnement, mais c'est un régime de déclaration.
Donc, la personne qui veut construire une station-service va juste déclarer auprès de la préfecture son activité. Il va avoir un récépissé et ça vaut autorisation. Après, bien sûr, il devra respecter les règles d'urbanisme, etc. Ensuite, on a un régime d'autorisation qui est encore une fois à 2 vitesses. On a un régime qu'on appelle d'enregistrement, donc c'est une autorisation simplifiée, donc il n'y a rien d'automatique, et un régime d'autorisation complète. Donc le régime d'enregistrement, en fait, ça va concerner des activités qui présentent déjà des risques et des inconvénients identifiés comme majeurs, qui vont nécessiter un dossier spécifique à l'installation. C'est pas du standard, c'est pas on recopie, un dossier déjà établi. L'exploitant qui veut avoir cette autorisation va devoir déposer un dossier détaillant dans comment il va le faire, comment va être implanté son site et quelles sont les incidences de son site sur l'environnement, soit en termes de bruit, de pollution, d'atteinte à la biodiversité, etc., etc. Et là, d'ailleurs, dans cette première phase d'évaluation de dossier, si on s'aperçoit qu'il y a des contraintes, des impacts trop forts sur l'environnement, on va basculer dans une procédure plus complète. Et après, donc, on va basculer dans une procédure d'autorisation. La grosse différence entre les deux seuils, c'est que c'est l'enquête publique ou non, en fait. Et après, éventuellement, des passages dans certaines commissions. Donc, la procédure d'enregistrement, c'est une procédure d'autorisation simplifiée en soi. Et la procédure d'autorisation, c'est la grosse artillerie du code de l'environnement, de l'autorisation environnementale. Et au sein de ces autorisés, on va encore avoir une gradation, deux niveaux de gradation, soit sur les activités polluantes, c'est ce qu'on appelle des IED, c'est une directive européenne sur les émissions. Donc ça, c'est plutôt pour les polluants, hein, une décharge, un stockage, un entrepôt qui va stocker des produits dangereux ou des produits polluants va être soumis à la réglementation IED, qui est intéressante parce que cette réglementation impose à l'exploitant de mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles pour réduire les pollutions, d'une part, et en plus, périodiquement, de réviser son dossier. C'est-à-dire qu'il est déjà autorisé, et périodiquement, on va lui demander de redéposer un dossier pour s'assurer que la manière dont il exploite son site correspond toujours aux meilleures techniques disponibles. Donc ça, c'est pour les activités. On touche vraiment les grosses activités, hein. Les IED, ça va être des dépôts pétroliers, les décharges. On va être dans les grosses activités industrielles. Et les Céveso. Donc les sites Céveso, c'est plutôt les sites qui présentent des risques d'accidents majeurs. Donc ces activités Céveso ont des dispositions particulières, notamment en termes de maîtrise de l'urbanisme pour les anciens sites, maîtrise d'urbanisme aux abords de ces sites, suite à l'accident d'AZF. Il y a eu une évolution réglementaire très forte qui a imposé à l'État et aux industriels de prendre des mesures importantes pour limiter l'urbanisation. Donc ça, c'est pour les sites existants avant 2001. Et puis pour les nouveaux sites, on s'assure, quand on autorise le site, qu'il n'y aura pas de construction aux alentours. Soit que les risques, les dangers ne sortent pas des limites du site, ou soit on mettra en place des servitudes d'utilité publique. Donc voilà, donc on a un régime très graduel sur cette... comment dire, sur l'appréciation qu'on va avoir des différents niveaux de danger et d'inconvénients. Je peux passer au suivant. Le slide suivant, c'est pour du détail, mais je pense qu'on peut le passer au 8, au 9 directement, pardon. Voilà. Donc une fois qu'on a autorisé un site, qu'on a autorisé, donc l'Adréal va instruire techniquement le site en consultant les services concernés, les pompiers, l'ARS, les DDT pour l'urbanisme, les services en charge de la biodiversité, l'ONF si on touche à des espaces boisés, etc. Enfin, une fois qu'on aura eu tous les avis et toutes les prescriptions qui s'appliquent à un site, on va proposer un arrêté préfectoral que le préfet va valider ou non. Et une fois qu'on va dire, on fait tout ce processus, donc une activité est autorisée, et en fait, on va avoir des moyens de contrôle par l'État. Donc, c'est une vingtaine d'agents au siège de la DREAL et soixantaine dans les unités départementales de toute la région. Et donc, on va demander aux exploitants
Bon, on va faire des inspections, j'en ai un petit peu parlé, mais je vais en reparler. Mais il n'y a pas que ça, en fait. On examine des données, donc c'est-à-dire que dans les arrêtés d'autorisation, on va imposer de l'autocontrôle aux entreprises. On va leur dire, vous devez contrôler en permanence les rejets à l'atmosphère, les rejets dans le milieu, avoir des registres des déchets que vous produisez, etc., des registres d'examen. Et donc l'industriel doit soit les tenir à disposition, soit les envoyer à l'inspection, et on va, nous, s'assurer de la cohérence de ces données. Donc c'est quand même déjà un point de contrôle en permanence qu'on a. On va programmer des inspections. Donc, comme je disais, donc une inspection des installations classées, c'est quoi? On prend un site, on regarde dans l'arrêté certaines prescriptions qui paraissent les plus pertinentes à avoir. Donc ça peut changer d'année en année. On peut aller très bien faire une campagne d'action sur un type de prescription, sur les rejets dans l'eau, par exemple. On peut faire des campagnes d'inspection sur les plans d'opération interne en cas d'accident. Enfin bon, on va regarder un programme d'inspection et puis on va aller faire des inspections sur les sites. Donc la plupart du temps, ces inspections sont programmées. Donc on annonce à l'exploitant le jour où on va aller en inspection, mais pas uniquement. Ça, c'est une partie du programme, c'est des inspections programmées. Pourquoi les inspections programmées sont intéressantes? L'idée, c'est pas que l'exploitant il cache ce qu'il y a à voir ou pas à voir, hein. C'est surtout que dans certains cas, il y a des choses complexes où on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui sont peut-être au niveau du groupe ou au niveau national sur site, qui ne sont pas présents en permanence sur le site, hein. Sur des dépôts de gaz, en général, il n'y a pas grand monde sur place tout le temps. Donc voilà, on va avoir une partie d'inspection annoncée et des inspections inopinées. Les inspections inopinées, elles ont quand même un intérêt aussi, c'est de tomber sur des conditions d'exploitation quotidiennes. C'est intéressant, autant sur un dépôt de gaz, on ne va pas voir grand-chose si on fait une inspection inopinée, que sur une décharge ou un incinérateur ou un centre de tri de déchets. C'est là où on va voir les choses les plus intéressantes, c'est de voir la vie normale de l'installation. Ensuite, on a ce qu'on appelle les inspections réactives. Donc, inspection réactive, ça peut être suite à un accident ou à un incident. Donc ça, c'est une grande partie des inspections qu'on réalise, ou des plaintes. Ça peut être sur plainte aussi. Voilà. Une autre partie de la surveillance, c'est qu'on envoie aussi, quand je disais qu'on examine des données transmises par les industriels, on envoie régulièrement des laboratoires faire des mesures externes pour s'assurer que le système de mesure de l'industriel est cohérent avec les attentes métrologiques, enfin, de qualité de la mesure nécessaires en fait, à s'assurer que les données qu'on a sont bonnes et exploitables. Et donc, une inspection, elle peut découler sur des suites. Donc, si tu peux aller au point suivant. Donc, on exerce, nous, essentiellement une police administrative. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas de... Enfin, l'essentiel, je dis bien l'essentiel de notre police, c'est une police administrative. Donc, l'idée, plutôt, c'est de contrôler les gens de manière régulière, sur des points de contrôle qu'on a identifiés avant d'aller en inspection. On va s'assurer du respect des prescriptions. Donc, quand on va sur un site, le premier principe pour nous, c'est de rétablir la conformité. Après, s'il y a des écarts, on aura une autre procédure pénale en parallèle si on a des écarts qui sont inacceptables. Mais on n'endosse pas la responsabilité bien sûr, de tout ce qui peut être sous le coup du pénal. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est on va prendre une prescription. Je ne sais pas, moi, l'installation doit contenir moins de 10 000 tonnes de tel produit. Bon, on va regarder si c'est respecté, c'est bon. S'il y a 11 000 tonnes, on va se poser la question de pourquoi il y a 11 000 tonnes. Est-ce que c'est parce que la prescription n'est pas bien adaptée ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est parce que l'exploitant il dépasse les seuils ou qu'il n'est pas qui respecte pas les seuils ou les prescriptions. Et donc là, on va aller sur deux choses. Soit on a une remise en conformité immédiate, hein, ça peut être très rapide. Hein, voilà, oui, on a surstocké du produit, on l'enlève. Hop, bon. Donc on va, quasiment dans le cadre de l'inspection, le jour même, on va avoir un retour à la normale. Ou alors, si on n'est pas sûr que ce soit immédiat, on va avoir une procédure qu'on va appeler une mise en demeure. Donc les procédures administratives peuvent paraître un peu complexes, mais en fait, elles ont une certaine puissance quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le préfet fait une mise en demeure, il rappelle la prescription et il dit en quoi l'exploitant est en écart. Si l'exploitant régularise dans les temps, on va aller constater le respect de la mise en demeure.
Bon, des fois, ça peut être documentaire, mais la plupart du temps, ça va être une visite terrain. On lève la mise en demeure et on revient sur le cycle normal de l'installation. On ira l'inspecter plus tard. Ou soit il n'y a pas de régularisation. Et donc là, on a des outils très puissants sans passer par un tribunal. C'est-à-dire que les sanctions administratives, ce n'est pas des jugements. C'est le préfet qui va décider de mettre des amendes administratives, des astreintes administratives, suspendre l'activité, consigner de l'argent pour rétablir la conformité, et voire même exécuter les travaux à la place de l'exploitant. Donc ça, on n'est pas dans une procédure pénale, on est dans une procédure administrative. Le préfet autorise une installation, on fait une inspection, on constate qu'il y a un écart, et on peut aller faire une amende administrative. Donc après, la partie, ça peut passer en tribunal administratif, mais donc c'est quand même important de voir que même si ça a l'air comme ça un peu complexe de passer par une mise en demeure, de sanctionner, etc., on a quand même un truc qui peut être assez puissant. Et en parallèle, s'il y a vraiment des écarts qui sont de l'ordre du délit, en fait, on peut faire un procès-verbal qu'on va adresser au parquet. Voilà, ce qu'on fait en général. Et notamment, ce qu'on fait, c'est quand il y a une mise en demeure qui traîne un petit peu, je sais pas, on met 3 mois pour un retour à la normale, on s'aperçoit que l'exploitant ne répond pas dans les temps, etc. En fait, on va dresser un PV sur non-respect de mise en demeure, qui est un délit. Donc on a quand même des outils complémentaires entre la police administrative et la police pénale. Mais la police administrative a plutôt comme objectif de se remettre en conformité ou de faire cesser le trouble, hein, on peut aussi suspendre une activité, alors que la police pénale a vraiment comme objectif de punir et pas de réparer. Voilà ce que je peux vous donner de manière très synthétique pour favoriser les échanges. Donc j'ai assez peu évoqué finalement l'information, la maîtrise de l'urbanisation, mais bon, ça peut faire partie des questions et voilà. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que je ne vous ai pas noyé d'informations. Merci Xavier. On va commencer par les questions qu'il y a dans le chat. Donc il y avait une remarque de Romuald de MCTB. Donc l'État a considérablement réduit le nombre de personnels affectés à la DREAL. Les délais de réponse suite à des dysfonctionnements constatés sur des sites Seveso sont très longs, de l'ordre du semestre, quand il y a une réponse. Alors, dans les effectifs de la DREAL, les effectifs de l'inspection sont préservés. Bon, enfin, on n'a pas d'augmentation du nombre d'inspecteurs, mais en tout cas, on a des effectifs qui sont plutôt préservés. Ensuite, on peut rencontrer des phénomènes comme tout le monde, c'est des difficultés pour embaucher ou de l'engorgement sur des dossiers. Et notamment, je pense qu'il y a un phénomène qui nous a un peu surchargé ces dernières années, c'est l'augmentation du nombre de dossiers à instruire ou de la part de l'instruction par rapport à l'inspection. Et je sais qu'on est en train de soigner, en tout cas, je pense que ça va répondre partiellement. En PACA, depuis 2006, je crois, on publie les suites d'inspection. Donc normalement, les rapports d'inspection réalisés par les inspecteurs de PACA sont publiés sur le site. On a un problème technique pour une partie de l'historique. L'idée, c'est pas de cacher, l'idée, c'est de les remettre dedans. Et depuis 2022, tous les rapports d'inspection en France sont publiés sur le site Géorisque. Donc ça, c'est quand même des éléments importants. Ça ne résout pas le problème que quand on a un signalement, ce n'est pas forcément des choses qu'on a vues en inspection. Et donc là, en termes de réactivité, oui, on est confronté un peu à des manques d'effectifs, un peu à une une surcharge de travail liée à l'instruction et un peu aussi à des vacances de poste parce que il faut qu'on arrive à recruter. Mais bon, voilà. Mais on essaie d'être le plus transparent possible, en tout cas sur ce qu'on fait en inspection. Après, on n'est pas à l'abri d'un bug, notamment la perte de la publication des rapports anciens. Mais il n'y a pas de volonté, c'est plutôt la volonté, c'est de les remettre en ligne. Merci. Je continue avec Romuald qui a une autre question. Donc, lors d'incidents sur site de Seveso, l'industriel remplit une fiche GP qui est systématiquement sous-estimée sur la gravité et la perception de l'incident. Envisagez-vous d'améliorer ce système? Alors, la fiche GP, donc il y a une obligation pour toutes les installations de déclarer les accidents auprès de l'administration, ça c'est une chose. Au-delà des pompiers, en fait, c'est pas que mon réseau, mais ça c'est une chose. Donc, et en PACA, ce qui a été mis en place, c'est spécifique à PACA, c'est cette fiche GP. C'est en gros, on associe la gravité et la perception. Donc,
L'idée qu'on a là, c'est de travailler avec le BARPI sur le développement d'un outil de déclaration nationale. Et je pense que ce qui peut manquer, alors, c'est pas une fiche grand public, hein, la fiche GP, c'est une fiche qui est destinée aux services de l'administration et aux élus. Cette fiche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir la première version de la fiche quand l'incident se déclare, mais on n'en fait pas la traçabilité de l'évaluation finale des conséquences. Déjà, la fiche a évolué l'année dernière en incluant les torchages, parce que les torchages, c'était pas considéré comme un incident, enfin pas nécessairement. Donc aujourd'hui, on a le torchage qui est considéré, et on est beaucoup plus vigilant sur les volumes de pollution qui ont été créés par l'accident qu'auparavant. Parce que si on se limite à la réglementation européenne, on va compter que les grosses catastrophes en fait, hein. Donc oui, la fiche GP, l'idée c'est, de l'améliorer dans sa saisie, ça c'est en cours avec les industriels, et deux, d'avoir un outil national et que ce ne soit pas que en PACA. Mais ce ne sera jamais un outil, enfin je ne pense pas que l'idée ce soit d'en faire un outil grand public instantané. Cette communication est plutôt auprès des mairies et des industriels eux-mêmes. Marc, tu souhaitais intervenir suite à cela? Oui, par rapport à la fiche GP, parce que donc les industriels ont participé à son élaboration et à la révision en profondeur qui a été faite tout au long de l'année dernière, qui a été menée donc par les services de l'Adréal, et que c'était une bonne chose parce qu'après pas mal d'années d'utilisation, il y a toujours des dérives. Une des principales dérives, c'était effectivement de penser que c'était de l'information pour tout le monde, alors qu'en fait, c'était un outil de gestion de la crise essentiellement, donc d'information des parties prenantes essentielles qui peuvent avoir effectivement des mesures voilà, de prévention ou de préservation à mettre en œuvre, et pour s'assurer effectivement que l'information minimale des circonstances de l'accident qui est en train de se dérouler sont connues par tous. Et il y a aussi l'objet déclaratif vis-à-vis des autorités, d'expliquer rapidement dans des délais très courts. Et alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs, normalement sur un incident qui dure un peu, il y a plusieurs envois de fiches GP. Il y a la première, donc dès le déclenchement de l'incident, donc on va dire dans la première demi-heure ou plus rapidement possible. Et puis après, au fur et à mesure du déroulement de l'incident, l'industriel est amené à envoyer des versions complémentaires pour expliquer avec des mots très succincts ce qui se passe. Mais c'est en aucune mesure de l'information. Donc c'est pour ça aussi qu'a été créé le dispositif Allo Industrie qui permet de faire une information par l'industriel sur ce qui est en train de se passer ou sur ce qui s'est passé. Voilà. Et ça remplacera jamais une analyse complète une fois que l'incident est clos pour comprendre, expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est déclenché, quelles sont les mesures correctives qui ont été apportées, etc. Donc il y a tout un processus derrière. Et en cas d'accident Alors, grave, en fait, il va y avoir des mesures d'urgence qui vont être prises en fait avec un arrêté préfectoral, et il y aura des attendus sur l'analyse des causes profondes de l'accident. Alors des fois on l'a pas tout de suite parce que c'est pas évident de revenir dans l'instant sur les causes, surtout quand il y a des causes organisationnelles ou humaines. Enfin, c'est pas évident de trouver d'identifier les facteurs. Donc en cas de gros accidents, il y a un arrêté de mesure d'urgence qui va suivre en fait et qui va prendre le relais sur l'information immédiate. j'en profite, Romuald qui réagit en disant donc voilà, que le fait que la fiche VP ne soit pas publique ne doit pas en réduire la portée, notamment sur la réalité de l'accident en cours. Ensuite, j'en profite, Marc. Donc l'Adréal accorde parfois une dérogation donc, à l'industriel sur l'application d'une réglementation. Est-ce que vous pouvez du coup expliquer de quoi il s'agit et comment ça fonctionne? Ça dépend ce qu'on appelle une dérogation. Oui, alors justement, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que c'est quelque chose, un dispositif donc, qui est réglementaire et qui est très mal perçu, très mal compris, hein. C'est traduit très souvent par le fait de dire accorder une dérogation, en fait, c'est donner un permis de polluer à l'industriel, alors que c'est pas aussi simple que ça. En fait, voilà, il y a plusieurs types de dérogations. Soit il peut, enfin, on va peut-être en identifier 3 comme ça.
peut y avoir une dérogation temporaire aux conditions d'exploitation parce qu'il y a eu une situation accidentelle, mais qu'on a quand même besoin de compenser ou de continuer à produire ou de pouvoir sortir les produits. Donc on peut avoir ce type de dérogation, mais normalement, il est interdit au niveau préfectoral de ne pas respecter la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, si un texte national, le préfet ne peut pas être moins restrictif. Ensuite, il peut y avoir des dérogations sur certaines dispositions de certains textes nationaux. Bon, ça peut concerner, on va reprendre l'exemple méchant d'une station-service, il y a des distances d'éloignement par rapport à la chaussée ou des choses comme ça, bah, il peut y avoir une petite dérogation, donc dans ce cas-là, ce sera encadré. Mais c'est en général encadré dans le texte national. Sur les entrepôts, il y a des capacités à déroger, c'est plutôt parce que le texte ne pouvait pas tout prévoir que des dérogations. Et après, il y a un autre type de dérogation, mais le terme est très mal choisi, c'est les dérogations dans le cadre des industries IED, où en fait c'est un dispositif réglementaire un peu normal d'adaptation des conditions de rejet à l'installation. Ce n'est pas une dérogation en soi, puisqu'on ne va pas dépasser des seuils européens ni des seuils de rejet nationaux. C'est que c'est des installations très complexes qui ne peuvent pas toujours respecter certains critères parce que les installations sont anciennes et qu'aujourd'hui on ne concevrait plus comme ça, mais néanmoins, les impacts sont limités. L'idée, c'est pas de dire, bon, bah, ouais, c'est là, comme on rejette dans le Rhône, on lâche les chevaux et puis on pollue comme on veut. C'est le terme dérogation dans ce cadre-là qui peut être un peu mal choisi, mais normalement, le préfet ne peut pas on peut pas être moins restrictif que les textes nationaux, en fait, en tout cas, dans la manière dont on l'interprète. Merci Xavier. Ensuite, nous avons 2 questions concernant les inspections. Donc, une première de Martine Benoît concernant les inspections réactives. Quels sont les critères ou les conditions de prise en compte des plaintes? Et une deuxième question de Avimap. Pourquoi des inspections annoncées et pas uniquement inopinées? Alors, sur les réactifs, sur les plaintes, ça va dépendre de plusieurs critères. Alors, la première, c'est qu'il faut que la plainte soit suffisamment documentée pour qu'on s'assure que c'est une installation classée. Après, bon, enfin, le droit est ainsi fait qu'un inspecteur des installations classées qui se rendrait sur un site pour lequel il n'a pas le droit d'aller, ben, ça sert à rien, d'une part, et puis en plus, voire même on risque des recours pour des procédures abusives. Donc là, on a un formulaire de plainte qui doit permettre normalement de dire quel est le type d'activité visée, hein. Un tas de cailloux qui est déposé au bord de la route, c'est des déchets, mais c'est pas de la police, c'est pas une activité organisée, c'est pas de l'ICPE. Donc là, la première chose, c'est qu'on va réorienter les plaintes vers, dans ce cas-là, vers le bon destinataire, quoi. Ça peut être la police, ça peut être la gendarmerie, ça peut être la mairie. Ça, c'est une première chose. Donc on a besoin, nous, d'éléments pour pouvoir voir ça. Ensuite, bah, la hiérarchie, c'est que, bon, il faut que ce soit étayé de fait, ça c'est une chose, et qu'on ait, bah, après, ça va être la disponibilité de l'agent, donc on ne va pas répondre dans les. Si on voit un critère d'urgence, on va y aller assez vite. Si c'est une plainte suite à un accident, un rejet accidentel, on va y aller très vite. Et si c'est une plainte d'un truc qui est déjà établi depuis plusieurs années, on va peut-être mettre 1 ou 2 mois à y aller en raison de la charge des inspecteurs et des fois des distances, hein, tout simplement, hein. Je sais que dans le trait, c'est peut-être un peu plus court, mais quand on a un agent de Manosque qui doit aller à Embrun ou quoi, bon, il va peut-être planifier plusieurs inspections en même temps. Donc ça, il y a une partie de la réponse qui est il faut qu'on oriente bien la plainte, il faut qu'elle soit bien documentée. On va retravailler sur ce formulaire et puis le remettre un peu au goût du jour pour qu'il soit plus abordable et puis qu'en tant que citoyen, on puisse se dire je dépose ma plainte et je suis sûr qu'elle sera traitée. D'une. Et de deux, l'autre question, c'était pourquoi des inspections planifiées et pas que inopinées. Bah, c'est ce que je disais, dans certains cas, dans l'essentiel des cas, c'est des inspections complexes en fait. C'est pas juste de vérifier le jour J que le stock de produits est au niveau machin, etc., etc. Donc, quand on doit s'assurer du contrôle métrologique des appareils qui mesurent les quantités et la composition des fumées à la sortie d'un incinérateur ou d'une installation de combustion quelconque, en inopiné, on n'aura rien en fait. Il faut qu'on ait quand même des techniciens en face de nous pour avoir les éléments qui vont bien en fait. On mixe les deux, hein, selon l'activité. L'inopiné est beaucoup plus utile sur une carrière ou sur une décharge que sur un stockage de pétrole, quoi. Donc on mixe les deux et ouais, ça fait, enfin voilà, on essaie de faire au plus efficace, mais en tout cas l'inspection préparée aussi, il y a des sites qu'on voit pas trop souvent. Je dis qu'on voit les sites, mais on les voit pas tous les ans. Certaines installations qu'on voit tous les 3 à 5 ans.
ça peut être intéressant de leur dire à l'avance qu'on vienne pour qu'ils remettent un peu au niveau documentaire, qu'ils s'intéressent un petit peu au truc et qu'on ne rentre pas dans une dynamique où en fait on s'en sortira pas. L'inspection n'apportera rien parce qu'on n'aura pas les interlocuteurs. Donc voilà, il y a un peu des deux. Et c'est selon le type d'activité aussi qu'on va décider d'y aller en inopiné. Merci Xavier. On a 2 autres questions un peu plus en lien avec l'actualité de Marcelin. Quelle est la limite de stockage réglementaire de bonbonnes de gaz et ou de jerrycans de carburant à domicile? Je connais pas la nomenclature par cœur. Donc ça va être vous allez trouver la nomenclature sur, AIDA. Alors il y a aussi 2 choses constitutives d'une installation classée. Il faut qu'il y ait une activité, organisée, quoi. La première chose, si quelqu'un stocke, du carburant ou du gaz, bon, le premier qui va être, concerné, c'est le maire, en fait, ou les voisins. Mais, là, comme ça, je peux pas vous donner le truc, donc je vous inviterai à regarder sur AIDA le régime, de stockage, gaz, donc ça pour mettre des bouteilles de butane et puis de fioul, mais, je l'ai pas en tête. Je pourrais Et le la trouver deuxième question, oui. Donc, en zone de vulnérabilité sismique de niveau maximal, donc 5, quelles dispositions sont prévues pour la mise aux normes parasismiques des stations-service? Pour mémoire, de nombreuses stations-service sont explosées en Haïti lors du méga-séisme du 12 janvier 2010. Alors, sur le séisme, il y a plusieurs choses. Bon, le premier, c'est l'évaluation du zonage sismique, et cetera. Donc là, il est connu en France. On a la chance en France métropolitaine et même outre-mer de connaître le zonage sismique, global. Ensuite, la première réponse, c'est respect des Eurocodes. Donc les codes européens qui donnent des contraintes, à la construction, mais qui s'imposent aussi à tout le monde pour construire sa maison, hein. Quand on est en zone sismique, on ne construit pas les fondations de la même manière, et cetera. Ensuite, sur les stations-service, en France, on a donc un arrêté type qui détermine quels sont les critères les conditions de fabrication et d'installation. Et donc, déjà, les volumes sont limités. Ça, c'est quand même, une première chose, qu'il faut retenir. Et ensuite, on a des installations qui ont tous des doubles couches, double enveloppe, et cetera, et cetera. Et effectivement, en cas de séisme, d'intensité, forte comme il y a pu avoir en Haïti, bon, est-ce qu'on se posera la question, pour les stations-service, je pense qu'elle se posera pas forcément. La question, elle va se poser surtout pour les installations majeures et les infrastructures, même si, localement, effectivement, la station-service qui est en ville, moi j'en ai une sous mon bureau, ça m'inquiète plus que la canalisation de transport qui va à Manosque, dans l'immédiat. Mais et donc après, l'autre réponse, c'est sur le risque sismique. Chaque installation majeure doit faire sa propre étude et déterminer si ça tient, et si ça tient pas, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si on a une rupture de canalisation ou une rupture d'un bac pétrolier, où est-ce que ça part? Donc les installations majeures doivent faire une étude sismique, et les petites installations, ça, on va retrouver ça soit dans les codes de la construction, l'Eurocode, ou soit, dans l'arrêté spécifique, lié aux stations-service. Merci Xavier. On continue donc avec une question de Bruno. Alors, surveillance par l'État d'une plaquette d'information PPI relative à un site Seveso, seuil haut, voire sanction en cas de non-réalisation ou de non-diffusion. Alors, je pense, est-ce que vous avez une plaquette? En fait, il va y en a les PPI, c'est pour le coup les sites PC, donc les services, en charge de la protection civile des préfectures qui suivent ce dossier-là. Donc bien sûr, l'ADREAL en appui technique, hein, quand il va falloir déterminer quels sont les risques auxquels on expose les gens, et cetera, celui qui a le dossier, l'étude de danger, on va dire, c'est l'ADREAL. Donc ensuite, c'est plutôt de la responsabilité des sites PC de porter cette, politique de PPI. PPI, c'est les plans particuliers d'intervention. C'est, en gros, l'exploitant n'est plus en mesure de maîtriser, les risques, ou les pollutions issues de son site, donc c'est l'État qui prend la main, et donc là, on majore tout, en fait. On s'occupe pas on prend le plus gros risque, la plus grosse pollution du site, et puis on va regarder, s'il faut faire des évacuations, et cetera. Donc c'est plutôt les préfectures et les services de protection civile qui sont en charge de ça. Et après, c'est à charge, aussi avec les communes et les exploitants de s'assurer de la diffusion, de l'information des nouveaux riverains, et cetera régulièrement. Mais c'est pas tout à fait la charge de l'ADREAL, c'est plutôt les préfectures, site PC ou CIRAC PC dans le 13.
Merci Xavier. Une autre question. Donc, faites-vous le lien entre risques naturels impactant des sites et pouvant générer un risque technologique industriel? Est-ce qu'il y a des outils de prévention, des outils de suivi? Alors, on a un acronyme pour ça, donc ça veut dire qu'on le traite, hein. À partir du moment où il y a une abréviation dans l'administration française, c'est que c'est bon. Donc on appelle ça le NATEC. Donc c'est la relation entre les risques naturels et les risques technologiques. Donc les sites majeurs ont dû évaluer, donc je disais sur le sismique, mais ça vaut aussi pour l'inondation, pour les glissements de terrain, pour les cavités souterraines, pour tous les risques naturels majeurs. Les sites les plus préoccupants doivent faire enfin, en fait, mener une étude en regardant, voilà, est-ce qu'ils sont inondables, et cetera, et cetera. Et pour les sites les moins préoccupants, en fait, ils sont soumis à la même chose que les particuliers, on va dire. Mais donc, c'est ce qu'on appelle le NATEC. Donc, on mène des inspections spécifiques, hein, sur ce risque NATEC. Où il y a des exercices qui sont réalisés et on prend en compte quand on évalue un risque, en fait, on regarde les conséquences, hein, l'explosion de bouteilles de gaz, et on regarde toutes les causes possibles. Et dans toutes les causes possibles, on va évaluer une probabilité d'occurrence. Donc on va regarder la probabilité d'arriver qu'un avion tombe sur le site, etc., etc. Et puis donc on va regarder, si on est sur un risque sismique, la probabilité d'occurrence du tremblement de terre et quelles sont ses conséquences. Et est-ce que ce risque est acceptable dans l'État? Parce qu'après, on peut très bien arriver à la conclusion qu'une installation n'est pas acceptable à tel endroit. Après, il y a des installations qu'on ne peut pas déplacer. Enfin, on a besoin de proximité, mais donc oui, et on peut même l'avoir sur le glissement de terrain où on a eu des difficultés sur donc on va parler de construction d'une décharge sur une ancienne carrière qui n'a pas été possible parce que le massif montagneux était trop risqué pour mettre en place cette décharge. Donc ça ne concerne pas que les trucs qui explosent, ça concerne un peu toutes les activités. Donc on fait bien le lien, soit à l'établissement de l'installation ou soit quand on a une évolution de la connaissance du risque. Merci Xavier. Monsieur de France, vous voulez intervenir? On ne vous entend pas. Monsieur de France? Vous avez levé la main, est-ce que vous avez une question? Bon, en attendant, je vais vous lire la dernière question donc de Romuald. Concernant les lieux de concentration des industriels et des sites Céveso comme Fos-sur-Mer, la DREAL envisage-t-elle un jour de contrôler les cumuls des pollutions de l'ensemble des industriels plutôt que contrôler au cas par cas? Alors il y a deux trucs, il y a deux bouts. Il y a le cas par cas, effectivement, chaque installation est autorisée avec ses flux, ses propres flux. Un nouvel entrant, il aura moins de droits que les anciens. Enfin, moins de droits. Le terme n'est peut-être pas approprié du tout. D'ailleurs, on va dire que le milieu est déjà sensible. En qualité de l'air, un milieu sensible, c'est un milieu qui est déjà pollué, mais ça peut être aussi pollué par les brumes de sable, etc. Enfin, donc on a un plafond de concentration qui va imposer qui va interdire l'implantation de nouvelles activités sur certains polluants d'une part, et d'autre part, il y a les plans de protection de l'atmosphère qui viennent sur les aires urbaines rajouter une couche de qualité de l'air globale. Donc on va avoir des restrictions qui vont s'imposer en exploitation. Donc même si un exploitant, même si une usine a un droit d'émission, on va dire, je ne sais pas comment on peut le détailler, mais un droit d'émission, il se peut qu'en fonction des événements climatiques, pic d'ozone ou etc., on aille limiter les activités, interdire des redémarrages, interdire certaines activités pour éviter la mise en mouvement de poussière, etc. etc. Donc on a les PPA, plan de protection de l'atmosphère d'un côté, et de l'autre côté, le dernier arrivant qui ne pourra peut-être pas arriver, parce que la qualité de l'air, en fait, quand on s'installe, on fait une étude comment dire, une étude des risques sanitaires, et donc l'installation qui arrive, elle va devoir prendre en compte tout ce qui est déjà existant. Donc bon, après, donc ça c'est une partie, et l'autre partie c'est sur les rejets dans l'eau. C'est pareil, en fait, on a deux approches. La première approche, c'est l'arrêté du 2298 qui détermine certains seuils à ne pas franchir en termes de pollution. Et ensuite, il y a l'approche milieu qui va être plutôt traitée par les aspects de police de l'eau, qui va regarder l'état des cours d'eau et l'état atteint dans les cours d'eau. Donc on va avoir à la fois la réglementation générale sur une ICPE qui dit j'ai pas le droit de dépasser X sur le plomb ou sur le cadmium, et puis après
sur les composés halogénés. Et puis après, on va avoir l'état intrinsèque du milieu qui va dire le milieu ne peut plus accueillir, donc, et en période d'étiage, en plus, il faudra réduire. Donc on a quand même les deux approches, l'approche individuelle des installations qui s'intègrent dans son environnement, d'une part, quand elle s'installe, et ensuite, sur la vie d'installation, la qualité de l'air d'un côté et la qualité des cours d'eau de l'autre. Alors, Marc, si tu souhaitais intervenir suite à ça, et après, Romuald, je vous laisse compléter votre question si besoin. Oui, je voulais juste apporter la précision que les seuils d'émission qui sont fixés par la réglementation ne sont pas figés une fois pour toutes. D'ailleurs, ils ont évolué à la baisse, évidemment, tout au long de l'histoire, hein, de l'histoire de l'industrie, et ils vont encore continuer à évoluer, puisqu'il y a des recommandations de l'OMS qui fixent des seuils à des niveaux très très bas. Donc c'est l'évolution générale de la demande de la société, ce qui est bien normal. Et donc ce qui fait aussi que quand l'effet de cumul, donc il est lui-même moindre dans la mesure où chacun émet moins. Puis ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a un seuil qui est fixé que tous les industriels se mettent au maximum autorisé, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un seuil, c'est une limite à ne pas dépasser. Mais bien souvent, si on regarde ce qui se passe, beaucoup des industriels sont bien en deçà de cette limite autorisée. Donc voilà, la question du cumul, elle se pose évidemment, mais dans des termes qui sont quand même à, à relativiser, je veux dire. Merci Marc. Romuald, je vous laisse intervenir. Oui, bonjour. Je suis Romuald Meunier, président de l'association MCTB Golfe de Fos Environnement, association locale phocéenne. Tout d'abord, la réponse de monsieur Guillaume Xavier est intéressante, mais elle n'est pas complète sur la question que j'avais posée, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'envisager un jour de cumuler les pollutions, ou en tout cas les moyens de contrôle des pollutions de l'ensemble des industriels. Cependant, sa réponse laisse supposer que, puisque ils ont connaissance d'un certain nombre de pollutions, ou qu'ils quantifient les pollutions de tous les industriels, ils réduisent les droits qu'ils donnent aux nouveaux venus. Et si donc il y a une connaissance de l'ensemble des pollutions créées par l'ensemble des industriels, nous n'en avons pas connaissance, et j'aimerais les connaître. Beaucoup d'entre nous aimeraient connaître ces moyens qui permettent de déterminer l'ensemble des pollutions connues sur un territoire, donc le cumul. Quant à l'intervention de Marc Bayard, que je trouve intéressante, j'aurais aimé partager son avis. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a pas beaucoup d'industriels qui respectent les seuils, ou en tout cas qui s'éloignent des seuils en les respectant. Un certain nombre, c'est vrai, respectent ces seuils et sont très en deçà de cela, mais par contre, beaucoup sont vraiment toujours à la limite des seuils. Évidemment, ils font en sorte de ne pas les dépasser, mais ils considèrent ces seuils comme étant des droits d'aller jusque, alors que nous souhaiterions plutôt que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'ils réduisent toujours au maximum leurs émissions. Voilà ce que je voulais préciser. Ah, oui, après, il y a eu une particularité sur la zone de Fos. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que j'en dis beaucoup. Sur la prise en compte des COV, composés organiques volatiles, qui a fait l'objet d'arrêtés spécifiques et d'une surréglementation, on va dire. Mais peut-être plutôt qu'elle pallie un défaut dans la réglementation, on peut le prendre comme on veut, sur ces composés-là, pour avoir une vision plutôt globale que point par point, quoi, en fait, hein. Donc, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur le fait qu'il y ait des études sanitaires globales ou ça. Je préfère vraiment pas m'engager sur un truc que j'ai pas réouvert le dossier suffisamment récemment pour vous dire, voilà. Mais il y a eu des interventions, en tout cas, puis le dispositif Réponse en fait partie aussi, mais Réponse, c'est que de la concertation, c'est pas de la police, hein, mais qui permettent d'améliorer normalement la prise en compte des conséquences sur l'air, en tout cas. Enfin, là, si on parle plutôt de qualité de l'air, parce que c'est peut-être ce qui est le plus préoccupant pour les habitants, sachant que la qualité de l'eau, c'est préoccupant aussi dans les temps de mer ou en mer.
Ça touche moins les habitants en direct. Mais ouais. Je ne vais pas vous dire de bêtises en vous citant un truc qui serait faux. Merci. Monsieur de France, on réessaie? On ne vous entend pas. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Donc, on avait une autre question un peu plus sur les effectifs donc de A2Vimap. Pour la zone géographique Martigues et Pourtour étant vert, Fosse, combien d'effectifs de la DREAL? Question précise. Ça dépend. En fait, on a deux découpages, trois découpages. En fait, l'unité territoriale 13, c'est une trentaine d'inspecteurs. On a des inspecteurs du siège aussi qui interviennent sur des thématiques particulières. Et en fait, le découpage, il n'est pas strictement territorial. On va avoir des inspecteurs spécialisés sur les Céveso, des inspecteurs spécialisés sur les déchets et carrières et des inspecteurs spécialisés sur les autres. Donc il y a un croisement. Donc l'équipe va de Marseille elle va plus jusqu'à Arles, parce que maintenant l'arrondissement de Arles, c'est 84. Donc on va dire c'est une trentaine d'inspecteurs basés à Marseille et Martigues et Aix, plus des interventions du siège. En fait, un inspecteur, il n'est pas tout seul quand il fait une inspection. Enfin, il est tout seul sur place. Mais il ne peut pas connaître tout, en fait. Il ne peut pas être expert en air, il ne peut pas être expert en métrologie, il ne peut pas être expert en déchets, il ne peut pas être expert en machin. Donc, quand il s'appuie après sur les effectifs du siège, donc il y a une compétence collective qui est importante à comprendre dans l'organisation, c'est qu'on a des spécialistes au niveau du siège et des inspecteurs généralistes dans le territorial. Donc, ça hausse le niveau de compétence de l'agent qui est sur le terrain, parce que s'il ne sait pas, il pose la question à son collègue en revenant d'inspection et on est sûr d'être carré, quoi. Merci Xavier. Si vous avez des dernières questions, il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas à lever la main pour interagir directement ou à poser une petite question dans le chat. Ah, ben, aussitôt dit, aussitôt fait. Nous avons une question de Aurore Oba et de FNE PACA. Donc, certaines associations de terrain nous ont fait remonter l'installation d'ICPE, Centre de transit de déchets, méthaniseur, relevant du régime de déclaration dans un premier temps sur la base de la capacité affichée, puis une évolution en quelques mois de cette capacité de stockage ou d'intrants qui imposerait à l'ICPE en principe de relever de l'autorisation. S'il n'y a pas de déclaration de modification officielle par l'exploitant du régime et pas d'inspection théorique prévue pour les ICPE sous déclaration, quelle est la démarche à suivre pour déclencher éventuellement une inspection? Alors ça, c'est un phénomène, quand nous, en fait, on fait de la police des gens polis, en fait, normalement. On va avoir des gens autorisés, machin, etc. Et depuis 5-6 ans, on a identifié des grosses dérives dans le domaine des déchets. Ça a commencé dans le Var, sur les déchets du BTP, ça a conduit à des condamnations. Et dans le 13, ça a été mis en exergue en début d'année avec l'incendie de Saint-Chamas. Ces dérives, c'est-à-dire des déchets qui sont des entreprises qui se déclarent activité de déchets. En fait, ils s'en foutent du code de l'environnement. Ce qu'ils veulent juste, c'est pouvoir vendre à leurs clients le fait qu'ils ont les autorisations nécessaires. Et puis ensuite, ils prennent des déchets, ils remplissent un entrepôt, ils se mettent en faillite et ils s'en vont. On s'est organisé désormais pour être plus fort sur la police pénale et sur la police répressive sur ces activités-là. Parce qu'on se doute bien que ce n'est pas en leur mettant en demeure que ça va marcher, en fait. Et qu'ils vont revenir à la norme et qu'ils vont s'excuser et puis et investir. Donc ça, c'est un phénomène pour nous émergent dans notre manière d'exercer la police des ICPE, c'est-à-dire que ces installations rentrent dans le régime des ICPE, donc c'est notre police qui doit les traiter, sauf qu'on ne sait pas les traiter avec nos outils conventionnels. Donc on a un travail, on a une équipe nouvelle qui est en cours de constitution, donc on a pour l'instant 2 inspecteurs déchets spécifiques pour toute la région, mais ils vont s'appuyer aussi sur les gens des UD, mais en tout cas ils vont être spécialisés sur la lutte contre les pratiques illégales. Donc nous, première alerte, c'est les maires. Quand ça dépasse un peu leur cadre de compétences de gestion c'est le premier gestionnaire des problèmes de déchets, c'est le maire, mais quand il y a une activité organisée ou relevant du régime ICPE, c'est plus lui. Donc notre première source d'information, c'est les maires. Les sous-préfectures, qui reçoivent aussi des informations des maires ou des choses, et les plaintes. Donc nous, on a besoin sur ces sites de déchets, en fait, d'avoir des informations rapides parce que ça peut présenter des risques sanitaires et des risques accidentels graves. Quand on a ce site-là qui est en plein milieu d'habitation. Donc, et là, on a des opérations en cours, donc je ne peux pas vous donner les nombres parce que c'est des enquêtes judiciaires et des enquêtes pénales sur plus d'une quinzaine de sites de la région, en fait.
quand on a une opération un peu d'ampleur, mais qui dépasse notre pratique habituelle. Donc là, les plaintes, pour nous, elles sont bienvenues sur ces pratiques-là. La petite difficulté, le petit truc au démarrage qu'on peut avoir, c'est de se poser la question si c'est d'abord de la police du maire ou de la police des ICPE. Donc plus c'est étayé, mieux c'est pour nous. Dès qu'on a des déchets combustibles ou des choses comme ça et qu'il y a une activité organisée, faut qu'on se rende parce que nous, après, ça nous permet de donner les informations aux services de secours pour pouvoir préparer éventuellement l'organisation à avoir si ce site brûle, quoi. Le site de Saint-Chamas, il était imprévisible. Il était inconnu et on ne pouvait pas savoir qu'il y avait autant de déchets et surtout la difficulté quand on l'éteint, c'est qu'est-ce qu'on fait des eaux d'extinction, etc. Donc maintenant, on en connaît certains, mais on a besoin de les connaître pour mener des opérations. Après, on reste dans le temps judiciaire ou administratif. Hein, ça, moi, j'ai pas de camion pour aller vider les sites dans la journée. Hein. Merci Xavier. Juste pour information, par rapport à Aida, nous avons mis l'adresse dans le chat si vous en avez besoin. On a le temps encore d'une dernière petite question, si quelqu'un a encore des interrogations. Par si Xavier, tu veux revenir sur un dernier point peut-être pour la fin? Non, pour moi, nous, on est toujours intéressés pour avoir un peu ce lien direct, donc il faut profiter de ces moments-là pour nous forcer à répondre aux questions. On est tellement le nez dans le guidon que voilà, on n'arrive plus à savoir quelle est la lisibilité de notre action vis-à-vis du citoyen déjà et des associations. C'est toujours important d'avoir ces moments d'échange. Marc? Oui, je vais profiter de la minute qui reste. Oui. Donc sur le dernier sujet, donc évidemment, en tant que président de l'association Environnement Industrie, on cautionne absolument pas les comportements des gens qui traitent les déchets dans l'esprit d'un escroc, voire c'est même du grand banditisme. Et ça n'a rien à voir avec, je dirais, un comportement d'un industriel responsable. Notre association, elle aide les entreprises qui sont classées ICPE justement à bien appliquer la réglementation, à préparer les inspections planifiées que Xavier a décrit en disant elles ne sont pas toutes inopinées, elles sont planifiées parce qu'effectivement la réglementation est très abondante, voire complexe, et ça demande de la préparation pour s'assurer effectivement que sur tous les détails, l'industriel est conforme et respecte les normes. Voilà, donc ce qui a été dit sur les déchets, effectivement, c'est très préjudiciable à l'image d'ensemble de l'industrie, mais pour nous, ça n'a rien à voir avec un industriel responsable. Merci Marc. Si vous n'avez plus de questions et vu que c'est le temps écoulé. Ah non, Marc, c'était toi la main levée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à tous et remercier Guillaume Xavier pour son intervention. On vous a joint dans le chat un lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre, donc vous savez que ce questionnaire nous permet d'avoir votre retour et de nous améliorer pour la suite. La présentation de cet épisode sera aussi disponible sur le site du SPI. Donc voilà, merci à tous et en vous souhaitant une bonne journée. Merci.